Compte tenu du timing un peu serré, donc on peut pas parler tous les deux comme si on était en présence, en présentiel, donc on est obligé de le faire à tour de rôle. Donc on va essayer de se prêter à l'exercice et de le faire au mieux possible. Euh, Là, on a essayé de faire un panorama de ce qui se fait dans les écoles de l'IMT. Évidemment, il est loin d'être exhaustif. Donc, avec l'aide des collègues, il y a beaucoup de données qui ont été rapatriées avec l'aide de la direction générale, mais que nous n'avons pas eu le temps d'extraire complètement. Mais comme l'a dit Odile Gauthier, on a extrait euh, un certain nombre de thèmes qui sont en phase aussi avec l'actualité européenne et nationale. Donc, c'est ce sur quoi Nourdine et moi, on s'est focalisé pour cette présentation que je vais partager avec vous. Voilà, j'espère que c'est visible à l'écran pour tout le monde. Voilà, très bien. Donc, Il faut, il faut juste que tu passes en diaporama, pardon. oui, oui, c'est fait. Donc, normalement, là, c'est bon. Très bien. Donc, le thème énergie renouvelable et ressources va faire l'objet, en fait, de l'échange aujourd'hui. Alors, je n'arrive pas à parler. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des contributions de nombreuses écoles, de l'IMT essentiellement. Là, vous avez les écoles qui ont participé. Donc, il y a Rhapsody IMT Minalbi, le LCR, donc c'est par ordre alphabétique, une équipe d'Alès, une équipe d'IMT Atlantique, une équipe de Douai et une équipe de Saint-Étienne avec l'Institut Henri Fayol et le laboratoire SPIN. Euh, je vais revenir sur la participation du PERSI. Ce que vous pouvez voir à travers ce panorama, ce sont les thématiques. Alors, je vais essayer de les regrouper pour ne pas juste faire une liste. Vous verrez que du côté de Rhapsody et d'IMT Atlantique, le DSEE, par exemple, on va se focaliser sur la chaîne de valeur de la transformation des déchets et biomasse en énergie. Alors qu'Albi va essentiellement travailler sur l'aspect thermique et la modélisation. À Nantes, on va avoir une combinaison des aspects thermiques et des aspects biologiques et qui vont jusqu'en fait à la séparation et la purification. Donc, une approche complémentaire et qu'on peut retrouver dans deux autres écoles. Donc, si on prend ici, vous avez l'île d'Ouai et Saint-Étienne. À l'île d'Ouai, on va travailler sur les aspects ressources, valorisation des sédiments, par exemple, qui est une grande spécialité, et qui vont aller jusqu'à l'évaluation environnementale. Mais du côté de Saint-Étienne, on va étudier toute la chaîne de l'évaluation et dans le concept qui a été évoqué aussi du territoire. Donc, il ne va pas se limiter au procédé, mais qui va aller jusqu'en fait la mise en situation des procédés, la mise en situation des produits et jusqu'aussi du côté de la couverture, de la surveillance. Et ça, c'est un aspect beaucoup plus global qui va être complété par Alès, qui va regarder un aspect biologique aussi, donc les aspects microbiens, les aspects communauté microbienne, mais qui va jusqu'en fait à la biomasse transformée pour donner des matériaux à valeur ajoutée, mais pas forcément sur l'aspect thermique. Donc, en gros, on a là un maillage de la chaîne de valeur des bioressources qui vont aller de la collecte de la ressource, de l'identification, de la caractérisation, de la transformation aux produits et jusqu'à leur évaluation. Et donc, finalement, les centres de l'IMT couvrent cette chaîne. Alors, on ne le fait pas seul, hein, donc certains centres, comme vous l'avez vu mentionné, notamment pour Rhapsody, le DS2E qui fait partie du GPA, et SPIN sont des centres associés au CNRS, des UMR. Alors, il y a une des thématiques qui ressort, qui est l'hydrogène, sur laquelle nous avons invité à ce stade le PERSI, qui est en fait un centre commun de Mines ParisTech, parce que le PERSI coordonne l'action hydrogène via le Carnot,
Donc, on a un réseau Carnot historique des écoles des mines qui est le Carnomine. Et là, il y a une action sur l'hydrogène qui est coordonnée par Christian Bauger du Percy. Donc, c'est pour ça que sur cette partie hydrogène, comme l'a dit Odile Gauthier, donc il y a des écoles associées qui participent, donc notamment Mine ParisTech. C'est loin d'être exhaustif. On complétera le panorama plus tard avec les autres écoles. Le travail est en cours, mais c'est pour vous montrer un peu la couverture de toute la chaîne de valeur par les équipes de l'IMT dans ce panorama. Alors, le thème aujourd'hui, comme ça a été déjà dit, on est dans le cadre des transitions énergétiques, environnementales et je dirais numériques, parce que finalement, on arrive quand même dans les méthodes à utiliser beaucoup de numérique. Mais le focus, cette fois-ci, est fait sur la production d'hydrogène, de biométhane et des matériaux alternatifs à partir de déchets et biomasse. Donc, c'est tout ce qui est valorisation de résidus qui parfois sont considérés comme n'ayant pas de valeur vers de la valeur, qui peut être de l'énergie ou des matériaux à valeur ajoutée. Et ça, en lien avec le monde industriel, ce qui n'enlève en rien la qualité scientifique de ce qui doit être fait. On insiste sur cet ADN, recherche de très bonne qualité, avec les indicateurs internationaux que tout le monde connaît et les applications industrielles. C'est cette dualité-là qui a toujours été une des spécialités des écoles de l'IMT et qu'on essaie de retrouver dans nos recherches. On va aussi parler des approches systémiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les impacts environnementaux. Les beaux procédés ne sont beaux que quand ils sont évalués à l'aune de leur impact sur la société, sur l'industrie. Donc, il y a tout un tas de travaux que vous verrez pendant ces 3 jours qui vont couvrir cet aspect. La modélisation, aussi la simulation numérique, qui sont des outils qui permettent en fait d'aller un peu plus loin ou parfois des gains de d'échelle ou une meilleure compréhension. La chaîne logistique, on est sur des sujets importants tels que l'hydrogène, qu'on sait produire, qu'on sait transformer, mais il y a des gros soucis ou des gros enjeux sur la logistique et le stockage. Et là, nous nous positionnons aussi sur ce genre de thématique. Et tout ça n'est possible que dans un cadre législatif qui permet la valorisation des déchets de biomasse. Donc, les aspects législatifs et réglementaires seront aussi couverts dans ce colloque qui vous permet du coup d'avoir un panorama assez large. Alors, ce travail se fait dans un contexte européen et national. Hein. Donc là, ce que je reprends ici, ce sont les piliers de la relance, du plan de relance en France, donc sur la décarbonation de l'industrie, sujet important, l'hydrogène renouvelable, l'économie circulaire, et tout ça à l'endroit des PME, donc pour favoriser une transition économique, mais sous une transition écologique en même temps, avec des impacts sur, par exemple, l'isolation des bâtiments, hein, donc sur les friches industrielles et le tourisme durable. Et donc, il y a des moyens conséquents, notamment ce plan de relance de 100 milliards, dont 30 milliards seront consacrés aux investissements pour la décarbonation d'ici à 2030. Et donc, l'IMT, les centres de recherche s'inscrivent dans cette dynamique forte au niveau national. Alors, pour ce faire, nous avons un certain nombre de ressources. Et donc, je vais passer la parole à mon collègue Nourdine Abriac pour prendre la suite et vous parler des aspects moyens dont nous disposons pour faire ce travail. Nourdine. Oui, donc merci Ange. Merci donc à tout le monde. Bonjour. Est-ce que tout le monde voit le slide ressources humaines? Est-ce qu'on voit le slide? Non, les diapos ne passent pas. Ah, d'accord. On est resté bloqué sur les écoles d'IMT concernées, on dirait. Tu passes à 11 ressources humaines, donc en tout état de cause. Donc, ce qu'il faut savoir, nous avons fait le bilan des compétences en fait, de l'IMT, hein, en général. Vous avez la diapo ressources ou pas? Non, Ange, on est toujours sur école IMT concernée. Ça ne bouge pas, ça n'a pas avancé. Alors, je reprends le partage. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Excusez-moi, donc les aléas du direct. Je reprends le partage. Donc, bon, je continue à parler. Le bilan des compétences d'IMT fait ressortir en fait au sujet donc, de l'économie circulaire et de la ressource plusieurs mots-clés. Ce qui est important, on verra par rapport aux ressources humaines, on est bien armé pour aborder toutes ces problématiques. Donc, nous avons trouvé comme mot-clé, par exemple, caractérisé. Il y a des équipes qui vont travailler sur ça, c'est immense, homogénéisé, hein, donc que ça soit calibré,
fractionner, transformer aussi dans le mot-clé qu'on le trouve dans les IMT, optimiser, que ce soit au niveau de modélisation ou expérimental, formuler, modéliser. Et donc, on voit bien que tous ces mots-clés, hein, donc surtout aussi fonctionnaliser, voire prédire, donc c'est des mots-clés qu'on a trouvés en général. Et donc, par rapport aux ETP, je dirais donc ressources et économie circulaire, parce qu'on a scindé ça en 4 parties. Première partie, c'était ressources. Deuxième partie, c'est économie circulaire. Et puis, nous avons fait un focus sur l'hydrogène. Hein. On a fait donc focus sur l'hydrogène. Donc, on voit bien, pour vraiment aborder donc, toute la problématique de la fabrication jusqu'à, je dirais, donc, jusqu'à l'utilisation dans une entreprise ou au niveau régional sur une problématique de développement durable, on a besoin des compétences scientifiques et aussi techniques. Donc voilà, en gros. Est-ce que là, vous avez la diapo? Oui. Sur les ressources? Oui, c'est bon. Donc on voit bien, donc à travers ce que je viens de dire tout à l'heure, il fallait quand même beaucoup je dirais, de TP. Et le fait que les TP ne sont pas aussi très nombreuses par rapport, je dirais, donc, aux grandes entreprises ou bien au niveau national pour aborder la partie donc, innovation. Et si on compare aussi avec les États-Unis, avec aussi le Japon actuellement, sur la partie donc, ressources et énergie, effectivement, ils ont des ETP très importants parce qu'en fait, ils ont su fédérer les grands laboratoires. Et donc là, à travers ce bilan, vraiment, on était agréablement surpris hein, parce qu'on a fait, donc les écoles, les IMT, ils ont joué leur rôle parce qu'ils nous ont transmis les informations nécessaires pour aborder, je dirais, la thématique recherche. On voit par exemple dans la partie hydrogène, on a 9,2 ETP et juste à côté, le nombre d'ETP non permanents, c'est-à-dire les doctorants et les postdoctorants, il y a 11. Donc on voit bien que c'est des supports importants que l'IMT met en œuvre pour épauler les anciens chercheurs et les ingénieurs par des postdocs et des doctorants. Donc, dans les camemberts, on voit que la partie ressources, elle est importante. Je trouve que c'est tout à fait normal parce qu'en fait, dans la partie économie circulaire et ressources, il y a une intersection parce qu'on va trouver l'économie circulaire dans la partie, je dirais, énergie. Il y a économie circulaire dans la partie ressources. Par contre, quand on parle que de ressources, il faut savoir 2 choses. Pour cela, il est très important. Il y a les ressources, par exemple, quand on parle des matériaux en général génie civil, c'est la valorisation tout simple. Il n'y a pas derrière, je dirais, la problématique CO2. Donc, on essaie de valoriser donc, un produit et on ne tient pas compte, si vous voulez, de la partie CO2 et ce qu'on appelle l'énergie grise. Par contre, l'économie circulaire, on doit tenir compte, effectivement, de l'ACV, c'est-à-dire quand on va valoriser quelque chose, il faut absolument savoir quels sont son devenir et voir quel est son impact sur l'environnement et son impact sur la biodiversité. Donc, en gros, en bleu qu'on voyait, donc nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, agréablement surpris parce qu'en fait, au niveau national, notre recherche est tout à fait donc, cohérente avec ce qui existe, et existe au niveau régional, que ce soit donc, dans notre région Hauts-de-France, ici pour l'IMT ou bien d'autres régions parisiennes. Et la taille des équipes de l'IMT, ils sont de taille normale, équivalente aux autres établissements, ce qui est très encourageant pour aborder, je dirais, cette problématique de l'économie circulaire et de ressources et de l'énergie. Après, le slide à Ange. Deuxième slide. Tu y es? J'ai fait passer. Non, n'est pas passé. Alors, je ne comprends pas. Estelle? Nous sommes sur la planche 7. Oui, c'est bien Voilà. ça. Nordine? Ressources humaines, donc ça y est, c'est bon. Maintenant, on passe directement de deuxième. Mais on est sur la slide 7, Nordine. Les voilà. plateformes. Le TP, ok, c'est bon. Donc, le TP, c'est bon. Donc, maintenant, c'est le deuxième. Juste après. Mais j'ai fait passer la 7. Est-ce que vous êtes bien sur la 7? Oui, Ange, on est bien sur la 7. Nourdine, normalement, tu y es là. Okay. Donc là, je viens d'expliquer donc pour la partie maintenant mots-clés, parce que tu n'as pas passé le 6. Pour le mot-clé, effectivement, on y a plusieurs mots-clés que nous avons trouvés, et surtout sur les plateformes.
Donc, les deuxièmes plateformes, au niveau donc recherche, nous avons trouvé qu'on aura plusieurs plateformes, recherche industrielle et des laboratoires donc, qui travaillent avec l'industrie. Est-ce que tu peux passer ce slide, Ange, sur les plateformes et recherche? En fait, là, on arrive aux données, Nordine. Vas-y. Nous étions bien sur la planche. On était bien sur la bonne. Tu ne dois pas voir, normalement, tu dois avoir le même écran que tout le monde. C'est la diapo 7 sur les plateformes. Non, moi, j'ai les ressources humaines. Donc ah. Je ne pas mettre ça, c'est les ressources. En tout cas, je confirme que c'est bien la planche plateforme. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu devrais avoir aussi. Nordine? On l'a perdu. Est-ce que tu nous entends, Nordine? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, tu es sur la planche 7, sur les plateformes. Bon. On t'entend très bien. Voilà. Donc, en fait, la recherche à l'IMT, c'est une recherche de transfert technologie, scientifique, académique, et en même temps, on fait de l'innovation à travers trois, je dirais, créneaux. Premièrement, soit sous forme des plateformes ou des chaires ou des laboratoires, je dirais, communs avec l'industrie. Donc, si on regarde la partie, je dirais, plateforme, on voit qu'on a 12 plateformes qui ont un lien avec le transfert technologie et la science et surtout la partie académique. Par rapport aux laboratoires communs avec l'industrie, c'est des laboratoires qui existent entre une équipe scientifique et un industriel, voire plusieurs industriels, pour aborder un ou deux problèmes spécifiques pour l'industriel. Enfin, les chaires, cette politique de l'IMT, je pense que c'est une politique très intéressante parce qu'en fait, il y a des chaires de l'innovation qui peuvent rassembler un certain nombre, 2 à 4 industriels pour aborder une problématique, que ce soit sur l'énergie ou sur la partie économie circulaire. Je peux citer donc par exemple quelques chaires. Il y a la chaire qu'on voit bien, EcoSet Digital 4.0, qui a démarré en 2020. C'est un exemple intéressant puisqu'en fait, ça rassemble un certain nombre de scientifiques et puis 15 partenaires industriels pour travailler sur l'économie circulaire, par exemple, des sédiments. Or, on sait au niveau national que la problématique sédiments est un problème mondial et pour enlever les verrous scientifiques et transfert technologique pour que les sédiments deviennent un matériau alternatif, on a besoin de plusieurs spécialités, c'est-à-dire donc des hommes scientifiques qui font la biologie, des chimistes pour travailler sur la partie environnementale, des sociologues, des économistes et enfin les industriels pour pouvoir valoriser cette problématique-là. Donc la chaire, cette chaire par exemple, c'est une chaire de 34 millions d'euros où vous avez les institutions qui participent, les industriels, ainsi que je dirais les régions. Donc voilà un peu la particularité de l'IMT à travers l'innovation et le transfert technologique. Voilà, Ange. Merci Nordine. Donc, je passe sur la diapo 8, j'espère qu'elle est visible. Là, Nordine vient de donner un exemple d'illustration de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a de la recherche faite sur des sujets d'intérêt sociétal. Dans sociétal, j'inclus le monde économique, le monde académique, mais avec une consonance forte un peu sur des collaborations à long terme avec l'industrie, à travers les chaires, à travers les laboratoires communs, ce qui permet aussi de faire une recherche pérenne dans le temps, qui se traduit sur ce que vous voyez sur cette diapo, sur la bibliométrie, qui vous donne un certain nombre voilà, d'éléments de la qualité de la recherche de ce qu'on fait à l'IMT. Alors, nous avons volontairement extrait, sur la base des retours qui sont remontés des écoles, la bibliométrie sur les thématiques énergie renouvelable, sur les ressources et mis l'accent sur l'hydrogène du fait de l'activité aussi en ce moment, du fait de la dynamique nationale et internationale, pour voir un peu où nous en sommes. Il y a l'aspect aussi économie circulaire qui intègre un panel beaucoup plus large. Et donc, évidemment, les chiffres ne sont pas exhaustifs,
mais on a essayé autant que faire se peut, voilà, d'extraire les chiffres les plus parlants en nous basant sur les critères nationaux, notamment en prenant des articles dans des revues internationales à comité de lecture, les chapitres de livres, les brevets et les thèses soutenues. Donc, c'est ce que vous voyez dans ce graphe qui représente en fait ces indicateurs. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les calculer pour voir un peu comment on se situe par rapport aux critères de la CRS, par exemple. Donc, quand on cumule la somme des publications dans des revues à comité de lecture sur les thématiques énergie, sur les thématiques ressources, sur les thématiques hydrogène et économie circulaire. Donc, je signale que c'est additif, hein, c'est plus. Et donc, on a 1,44 articles par an par ETP. Et en sachant que, comme la plupart des enseignants, ce sont des enseignants-chercheurs, donc le TP sur les bases ACERS est multiplié par 2. Donc, on a utilisé les critères nationaux ACERS, NRS. Donc, ça fait du 2,8 publications par an par enseignant-chercheur. Qui voilà approche de 3, qui est une très bonne moyenne, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a un focus important sur des applications industrielles, sur des travaux à intérêt économique, mais ce n'est pas en opposition avec de la production scientifique de qualité, parce que j'ai pas mis ici le niveau des journaux, mais en fait, dans ce domaine-là, nous publions dans des journaux, voilà, qui ont pignon sur eux. Donc, au niveau de l'encadrement de thèse, on est à l'équivalent, en fait, d'une thèse encadrée par enseignant-chercheur permanent et un peu plus faible au niveau des ETP non permanents qui concernent en fait le taux d'encadrement des doctorants et de postdocs. Donc, sur ces thèmes, énergie renouvelable, ressources, hydrogène, économie circulaire, le chiffre à retenir, c'est celui de 2, environ 3, publiés par enseignants-chercheurs sur les bases ACERS, qui sont des chiffres voilà, plus que corrects quand on se compare à ce qui se fait au niveau national. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a essayé de vous montrer à partir de mots-clés sur quelle chaîne de valeur nous produisons. Donc, sur les données que je viens de montrer sur les publications, se font sur une chaîne de valeur et on a extrait le domaine des énergies renouvelables et puis celui de l'hydrogène après. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est ce que nous couvrons dans les écoles de l'IMT. On part de la ressource, qui peut être de la biomasse, qui peut être des boues, qui peut être des déchets et qui peut être des biogaz, et sur laquelle il y a des compétences fortes au niveau de la caractérisation, de la collecte, pour comprendre en fait le contenu et du coup le potentiel valorisable. Et l'autre aspect sur lequel il y a beaucoup de compétences dans les écoles, ce sont les procédés. Et comme j'ai montré dans la première diapo, à travers les mots-clés des écoles, on couvre aussi bien les procédés biologiques qu'on va retrouver à Nantes, par exemple, et à l'Est, les procédés thermochimiques qu'on va retrouver à Albi, par exemple, les procédés solaires hybrides. Albi est en collaboration avec des labos comme iTrend, à Mines ParisTech, qui sont des écoles associées, sur les récepteurs qui peuvent être solaires, par exemple, pour les procédés solaires, et la purification, les réseaux intelligents, les bâtiments haute performance qu'on peut trouver à l'île d'Ouai, par exemple, et à Alès. Donc, il y a une couverture sur la partie procédé qui n'est évidemment pas exhaustive, hein, loin de là, mais qui vous donne un peu, en fait, le spectre large. Et tous ces procédés servent à transformer les ressources pour générer de la valeur. Et la valeur se traduit en termes de production de biocarburants, d'hydrogène et de vecteurs énergétiques comme le méthane et le syngas. Alors, ça, ce sont les approches procédées, mais il y a un certain nombre de compétences transversales qui sont développées, comme j'expliquais tout à l'heure, notamment la caractérisation. On a souvent des milieux complexes et hétérogènes, que sont les déchets, les biomasses, et qu'il faut caractériser, comprendre le contenu, la composition, la structure, avant de les traiter. Les approches modélisation et simulation extrêmement importantes dans la compréhension scientifique un peu de l'évolution des phénomènes, dans les dimensionnements des installations, et aussi les aspects intégration de tout ça dans un système qui doit avoir une certaine vertu, c'est-à-dire de tous les aspects écologie industrielle et territoriale. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur procédé,
mais le meilleur procédé veut dire que l'impact environnemental soit minimal aussi. Donc, tout c'est le genre de choses que nous intégrons dans cette chaîne de valeur dans le domaine des énergies renouvelables. Et si on prend un autre exemple un peu plus précis, qui est l'hydrogène, sujet important, sujet d'actualité, sujet d'avenir, un des piliers pour la décarbonation de l'industrie dans les années à venir. Là, on va retrouver un peu la même logique. On va être sur la connaissance de la ressource, de la même que j'ai évoquée tout à l'heure, et les procédés, donc aussi bien biologiques tels que la biométhanation, la partie thermique avec la pyrolyse, la gazéification et les procédés de reformage, les purifications. Important ici l'aspect mesure, donc qui est un des domaines scientifiques où il y a énormément de challenges aussi. On travaille dans des procédés où on a des milieux complexes qui sont souvent des procédés non intrusifs et il faut qu'on soit capable d'aller mesurer pour comprendre ce qui se passe. Donc la partie instrumentation et métrologie est un aspect important, aussi bien sur les analyses à l'extérieur du procédé qu'à l'intérieur du procédé. Les aspects stockage et distribution, enjeu majeur. Un des domaines importants aujourd'hui, c'est pas par exemple produire l'hydrogène, ce qu'on sait faire en fait. Comment la stocker de manière le plus sûre et distribuer. Donc les matériaux pour le stockage sont des enjeux scientifiques, industriels importants. Et là, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent au niveau de l'IMT sur les matériaux pour le stockage de l'hydrogène et viennent dans la chaîne de valeur les aspects utilisation et risques liés à la production d'hydrogène. Comme vous le savez, il y a encore dans l'opinion un certain nombre de peurs, de critiques au niveau de l'utilisation de l'hydrogène, au niveau des risques. Et là aussi, il y a du travail qui se fait dans ce sens-là pour démocratiser un peu la filière. Donc, j'ai déjà parlé aussi des produits. Donc, dans la production de l'hydrogène, on a souvent comme produit, je dirais pas secondaire, c'est pas le terme, comme le produit qui accompagne des biofuels, des biocarburants, souvent du méthane si on prend le biogaz par exemple, et tout ça parfois venant du gaz de synthèse, et un sous-produit qui est un gaz à effet de serre, qui est le CO2, mais qui en fait, j'ai l'habitude de dire, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, mais c'est une ressource rare aussi. Quand il est de bonne qualité, c'est un intermédiaire chimique important pour faire de la chimie de spécialité. Donc, ce qui se fait aussi dans beaucoup de travaux dans l'IMT, c'est montrer comment le CO2 est une valeur, comment on peut transformer le CO2 pour faire de la chimie de spécialité. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on sait faire. Les approches transversales, j'en ai déjà parlé. Et ce sur quoi je voulais insister ici pour l'hydrogène, ce sont les applications. Aujourd'hui, quelles sont les applications qui, quelque part, ont du sens économique? Ce sont les applications dans l'industrie, les engrais notamment. Donc là, on oublie parfois que pour faire des engrais ammoniacaux, on a besoin de l'hydrogène. Et donc là, il y a un marché et des domaines d'application importants avec de l'hydrogène biosourcé, c'est-à-dire qui vient des ressources renouvelables, parce qu'aujourd'hui, on utilise essentiellement de l'hydrogène fossile. Il y a de la place pour développer la filière bioressources pour la production d'hydrogène. L'aérospatial, l'aéronautique, l'automobile, je vais regrouper tout ça, et le maritime au niveau des carburants. Donc, vous êtes comme moi, comme Nourdine et moi, citoyens de ce pays, donc vous entendez à longueur de journée les belles expériences des trains à hydrogène, Airbus qui pense faire voler des avions avec de l'hydrogène à horizon de 10 ans. Donc, il y a tout un tas d'initiatives qui vont générer des challenges scientifiques sur lesquels nous nous positionnons. Donc, les applications dans l'industrie ne vont être effectives que si on est capable de comprendre, d'améliorer, d'optimiser. Et là, nous nous positionnons bien sur les chaînes de valeur que je viens de décrire ici. Donc, je vais passer la parole à Nourdine sur la suite pour prendre un autre exemple en fait de chaîne de valeur sur la partie ressources. Nourdine, à toi. Nourdine. Donc, au niveau donc le domaine ressources, c'est la même méthodologie. Donc, on s'est basé sur trois aspects, c'est-à-dire ressources, procédés, produits. Donc, ressources, c'est important parce qu'en fait, il faut quand même les transformer pour avoir des produits. Et donc, les procédés, donc, contrairement, je dirais, donc, à ceux de la partie énergie, c'est des traitements souvent aussi donc, chimiques
biologique. Parce qu'en fait, pourquoi biologique? Quand on va travailler à un certain moment sur des matériaux qui sont pollués, je ne sais pas, par exemple, des échappées, des choses comme ça, donc on ne peut pas les traiter autrement que par des méthodes biologiques ou autre chose. Donc, thermique, pareil, pour que la pollution, je dirais, dans un produit, il faut vraiment de la chaleur, et en plus de la température monter à 400, 500 degrés pour que la pollution, je dirais, donc, se transforme en gaz. C'est pour cela c'est important d'avoir des procédés, donc je dirais chimiques, biologiques, thermiques, hein, pour avoir des produits tels que par exemple les matériaux alternatifs, quand on le voit donc à droite produit. Pourquoi le matériau alternatif? Parce qu'aujourd'hui donc on parle partout à la télévision dans le monde entier qu'il y aura un manque énorme de sable dans le monde entier. Par exemple à Dubaï, on ramène le sable de la Chine, d'autres pays très lointains, et le sable devient maintenant un produit, je dirais, donc très précieux après l'eau. Donc, les procédés donc, de traitement, c'est important. Pourquoi les procédés importants? Si on regarde la partie ressources, on voit l'hibou. L'hibou, ça peut être des bouts d'épuration, des bouts de steppe, des sédiments, et ces bouts-là, malheureusement, d'après donc, les analyses, que ce soit par les laboratoires de l'IMT, hein, ils sont contaminés, énormément contaminés, voire plus que les sites sulfuriés quand on voit actuellement. Et il faut absolument, je dirais, donc, trouver des procédés innovants. Donc l'innovation, elle est là, parce que si on trouve des procédés innovants, à ce moment-là, on peut trouver des solutions, ça devient, je dirais, donc un success story. Donc c'est pour cela, donc les ressources, depuis 2003, j'ai toujours dit que l'Europe a interdit aujourd'hui d'ouvrir des carrières, et les carrières, ils sont maintenant donc très, très, très rares, et le responsable des carrières, il doit être responsable aussi de la partie environnementale. Donc voilà les approches ressources, procédés et produits. On a fait donc le bilan, je dirais, donc des écoles de l'IMT, et notamment celles relevant de la thématique phare, qui sont donc bien sûr appliquées, on a vu, dans plusieurs projets de recherche sur la préservation des ressources, mais aussi sur des projets d'innovation, donc en lien avec les industriels, parce qu'il faut trouver des solutions, des process et des procédés pour pouvoir aller plus loin. Enfin, donc on a des approches transversales, comme on le voit ici. Une fois qu'on a trouvé, je dirais, la solution, si par exemple, dans le slide en bas, on veut faire un pont, il faut absolument d'abord faire très attention parce que ce n'est pas des matériaux naturels. On doit travailler d'abord au niveau caractérisation microscopique, voire nanométrique, comme vous voyez ici, et faire un suivi jusqu'à l'ouvrage à travers plusieurs méthodes. D'abord la modélisation, modélisation micro jusqu'à la partie macro, pour adapter, je dirais, premièrement, la caractérisation des ressources pour être sûr et certain que c'est la même que celle de la ressource naturelle, voire mieux, par le procédé qu'il faut intégrer également, je dirais, dans la modélisation, et le produit pour pouvoir l'améliorer grâce d'abord à la simulation numérique, à la modélisation, pour ensuite l'adapter, si vous voulez, dans le cas réel. Donc voilà un peu les approches transversales. Et ce qui est intéressant à signaler, qu'à l'IMT, par exemple, Douai, on a ce qu'on appelle les indentations, et c'est un matériel qui est rare et unique en Europe. On est capable aujourd'hui de caractériser donc, des sous-produits ou bien des déchets au niveau, je dirais, nanométrique. Donc ce qui fait le succès de cette, je dirais, donc, de cette thématique domaine ressources. On passe au slide suivant. Donc, le recensement, comme l'a dit tout à l'heure donc Ange, les mots-clés, on les trouve ici, domaine circulaire. Donc, notre objectif de ce colloque, comme je l'ai dit, donc, notre directeur de recherche de l'IMT, Ange, c'est faire un état du lieu, un état global de savoir-faire, je dirais, dans l'IMT. Donc, on a, juste après le symposium, le colloque le 6 avril, on va essayer de faire et de rencontrer les anciens chercheurs à travers des réunions pour voir comment on doit boucler, je dirais, le domaine économie circulaire en respectant, bien entendu, la politique mondiale et internationale sur le CO2 et en même temps essayer de trouver quelles sont les innovations que l'IMT peut proposer au niveau national, voire au niveau international, parce qu'on est mieux armé par rapport à plusieurs universitaires. Par exemple, au niveau déchets de déconstruction, aujourd'hui la France avance prudemment. Par contre, dans le déchet
qui vient des bouts de steppe ou des sédiments. La France, il a plusieurs avances par rapport à plusieurs, je dirais, donc, laboratoires au niveau international. Une idée principale, c'est recenser les ressources. Quelles sont les ressources? On voit par exemple proximité géographique, parce qu'il faut vraiment travailler sur le CO2. Il ne faut pas qu'on valorise des sources qui dépassent un entourage de 30 km. Le recyclage, on a des compétences de la rémédiation, le retraitement, on a les sols pollués. Effectivement, parce qu'il y avait un GIST à l'époque à l'IMT, donc GIST, Cité Sol Pollué, qui réunissait le BRGM, l'INERIS et un certain nombre d'institutions qui est fermé, mais aujourd'hui, on travaille sur cette problématique à l'école et on voit bien que les compétences de l'IMT peuvent s'ouvrir au niveau national et adapter toute la problématique Cité Sol Pollué sur les ressources aujourd'hui. Par rapport au procédé, on voit bien qu'on a les évaluations environnementales, la CV. Donc, par exemple, l'école des mines d'Alès et Saint-Étienne, ils travaillent sur cette problématique de flux et c'est important pour pouvoir, par la suite, acter, voire valider définitivement une solution. À travers l'écologie industrielle et territoire, qui était la spécialité aujourd'hui donc de l'école des mines d'Alès, et je pense que cette spécialité, elle est unique chez nous à l'IMT, parce que l'écologie industrielle et territoire, c'est vrai, Mine Paris travaille aussi sur ce sujet, mais pour compléter et faire vraiment, je dirais donc, boucler la partie économie circulaire, il faut absolument avoir je dirais donc ces procédés. Donc, quand on part d'un déchet, comme le montre l'image là-bas, un déchet, il faut, à partir de ce déchet-là, réaliser et concevoir, formuler, comme on le voit, un matériau, c'est-à-dire un matériau, donc formulation des matériaux, structure, incluant le matériau alternatif ou le biosourcé ou recyclé. À partir de ce matériau, on réalise des ouvrages. Bien entendu, il faut faire un suivi de 12 mois parce que ce n'est pas avec des matériaux naturels. Une fois on a fait l'ouvrage, un suivi de 12 mois, que ce soit un suivi chimique, mécanique et, je dirais donc, écotoxicité. Pourquoi? Parce que pour sauvegarder aussi la biodiversité, de telle manière que la biodiversité ne soit pas affectée par cet aspect, je dirais, de valorisation dans le cadre de l'économie circulaire. Je vous remercie. Donc, je laisse la conclusion à Ange. Alors, donc, comme l'a dit Jean-Philippe Lagrange, hein, donc, là, avec Nordine, nous présentons un panorama. Après, vous aurez le détail des thèmes scientifiques qui seront présentés par les collègues après les présentations de nos invités. Je vais conclure en expliquant un peu où est-ce que nous en sommes. En fait, c'est une période assez excitante au niveau des développements. J'ai l'habitude de dire qu'on en est un peu à la période où il est équivalente au développement de l'informatique sur les aspects numériques qui ont généré un boom énorme. On en est là, sous l'impulsion du Green Deal européen. Il y a des opportunités énormes au niveau académique, recherche académique, au niveau recherche industrielle, au niveau du développement de l'industrie, à travers la décarbonation de l'industrie. En fait, c'est un appel d'air incroyable qui va pouvoir favoriser des développements scientifiques avec des ricochets sur le développement économique et donc social. Et ça, on le voit à travers les transitions. Donc, les trois sur lesquels nous sommes particulièrement impliqués, donc la transition énergétique et environnementale. Donc, il y en a qui l'appellent transition écologique, hein, qui regroupe ces deux premiers termes, qui vont permettre en fait de développer des technologies, des procédés, de la valeur à travers des développements industriels, mais en accord avec l'eau sociale. Et ce ne sera pas possible s'il n'y a pas un travail sur le numérique. On se rend compte que ceux qui travaillent dans les procédés, par exemple, il y a énormément de problèmes d'accumulation, de traitement de données. Et donc, forcément, les trois transitions sont liées. Le numérique est énormément sur des temps de calcul, par exemple, sur de la modélisation. Et là, ce sera un aspect important. Et là, il y a des recherches, comme on a vu, dans des domaines des bioressources pour les transformer vers de la valeur, vers de l'énergie ou des matériaux à valeur ajoutée. Je dirais pas que tout est à créer, mais il y a énormément de choses à inventer. Et donc, le travail scientifique va avoir un rôle à venir dans les années à venir. C'est pour ça que je le trouve extrêmement motivant, voilà, de se lancer dans ces recherches dans les transitions. Et je pense que les laboratoires de l'IMT prendront leur part importante parce qu'il y a le tissu scientifique important en lien avec le tissu économique. Et donc,
quand on regarde un peu plus en détail dans ces transitions, nous, notre levier, c'est la recherche, euh, centre de recherche, laboratoire de recherche, en association souvent avec nos collègues. On n'est pas seul sur la place nationale ni internationale. C'est souvent beaucoup de collaboration au niveau national et à l'extérieur pour bien saisir les enjeux, les défis scientifiques que posent ces transitions. C'est en ces termes-là que ça se pose. Et donc, ces défis scientifiques qu'on va devoir lever pour pouvoir amener à des développements industriels. Donc, la collaboration avec le monde industriel va être important aussi pour arriver à évoluer vers une industrie décarbonée qui tient compte en fait des enjeux environnementaux. Alors, n'oublions pas un aspect important. Là, on en est à créer des nouveaux métiers. Euh, on discute souvent avec des industriels, vous vous rendez compte que l'hydrogène, par exemple, ils vont manquer de personnes, de chaudronniers spéciaux pour construire des matériaux de stockage qui obéissent à des normes d'hygiène et de sécurité qui n'existent pas encore. Donc, il y a tout un écosystème à créer et il faut former les gens. Et donc, l'aspect formation est extrêmement important en plus de la recherche, donc notamment dans les écoles. On est des écoles d'ingénieurs, c'est pour ça que je parle d'ingénieurs, mais en fait, ça commence avant. Hein, donc, ça commence au niveau du bac, des BEP, des BTS, qui vont permettre de former des gens qui vont travailler dans ce domaine, des masters spécialisés et la formation par la recherche, le doctorat. Donc, il y a ce triptyque un peu, les transitions qui donnent la direction avec des enjeux qui sont dictés par les gouvernements et par l'Europe. Et nous, derrière, à travers les centres de recherche, à travers la recherche, on a déjà des belles opportunités pour lancer des nouveaux sujets, des nouveaux enjeux et en lien avec les industriels et former, en fait, finalement, les jeunes qui vont gérer ces métiers de demain. Et donc, c'est une belle opportunité pour l'IMT. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire chez les Chinois parce qu'ils sont bien plus malins et peut-être parfois plus forts que nous. Donc, ils vont le faire et nous, on a à nous positionner à travers ces trois triptyques, transition, recherche et formation. Et donc, c'est dans cette un peu dynamique que les présentations qui vont être faites après nous vont se placer. Et puis, comme on a dit, c'est pas exhaustif, mais c'était pour donner un panorama de ce qui nous attend pour les 3 jours à venir et surtout pour les années à venir parce qu'il y a un travail de structuration au niveau de l'IMT et de positionnement au niveau national et international. Voilà un peu ce que Nourdine et moi souhaitions vous donner comme vision globale avant de passer à la suite. Et donc, je vais rendre la parole au tiers de session, Jean-Philippe Lagrange. Merci Ange, merci Noureddine. Un petit mot pour compléter. Tout à l'heure, Ange soulignait l'excellence des recherches attestées par les publications et ainsi de suite. On peut aussi rajouter, pour donner 2 exemples qui se sont exprimés ce matin, que Noureddine est vice-président du pôle CD 2E, qui est le pôle d'économie circulaire, le pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire des Hauts-de-France, et que Ange a eu il y a 2 ans le Grand Prix IMT Académie des Sciences, qui est un prix quand même qui commence à avoir une certaine reconnaissance et qui est porté par l'Académie des Sciences avec nous. Donc, il y a une reconnaissance également par l'extérieur et pas seulement par la production, si je puis dire. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour dire que les candidatures sont ouvertes pour ce prix IMT Académie des Sciences. Et si vous voulez postuler, vous êtes les bienvenus. Plus nous avons des candidats, soit sur le prix senior, qui s'appelle le Grand Prix, soit sur le prix junior, mieux ce sera pour tout le monde. Et donc maintenant, je vais passer aux questions. Alors, j'ai une première question qui nous vient de M. Gilles Flamand, qui est rapporteur sur ce colloque, qui demande quels sont les niveaux de TRL des recherches conduites. Je pense qu'il doit y avoir un panorama assez large, mais je laisse Ange et Noureddine répondre. Tu veux commencer, Nourdine, ou j'y vais? En tout cas, tu sais, les TRL, vas-y. Merci, Gilles. En fait, effectivement, au niveau des TRL, c'est pas anodin d'avoir souligné qu'un certain nombre de laboratoires sont UMR. Ça veut dire ce que ça veut dire. On sait ce que c'est le CNRS sur la place nationale en France, quoi qu'on en pense. Donc, on a effectivement un certain nombre de recherches qui se font au TRL faible, donc je dirais de 2 à 4, qui sont en fait des développements plutôt de système, donc le système étant compris comme la compréhension des phénomènes.
Donc, il y a énormément de recherches à ce niveau-là, TRL 2 à 4, qui font l'objet de la production scientifique. Et une deuxième phase, ça c'est assez typique dans les écoles des mines, quand vous visitez chacune des écoles des mines, ce qui impressionne les industriels, c'est toujours une halle où on a souvent le changement d'échelle. Et donc ça nous amène à des TRL entre 5 et 6 en général, qui sont des démonstrations pilotes. Donc il y a deux échelles, l'échelle recherche, développement des concepts de compréhension, 2, 4, et puis l'échelle 5 et 6 qui est très présente. Et les deux communiquant parce que souvent, l'un permet de faire le changement de l'échelle vers l'autre. Et puis quand on a des systèmes qui sont déjà pilotes, parfois on a besoin d'optimiser, ça passe par la compréhension, d'une sorte de downgrade, descendre en termes de TRL pour la compréhension. Voilà. Gilles, est-ce que la réponse est suffisamment explicite ou il faut un complément? Il y a la réponse. Je complète un peu ce que vient de dire donc, Ange. Donc, quand j'ai fait les bilans globaux des IMT, quand je suis rentré dans le site, ben, en fait, je me suis aperçu depuis longtemps, on travaille sur les RTL 3-4 depuis longtemps, et on est donc la partie donc, RTL 7, pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, les FP6, donc le programme européen, c'était vraiment RTL 6, hein. Les FP7 de l'Europe, c'était RTL 7, et on avait en fait un certain nombre de projets qui sortent de l'école des mines. Après, vous avez les H20. C'est ça qu'on vient de dire. Donc, 11, c'est le changement d'échelle. C'est vrai, c'est très, très dur d'avoir H20, mais on a eu quand même énormément de H20 à l'IMT par rapport à plusieurs institutions qui aujourd'hui souffrent pour les H20. Donc ça, c'est vraiment échelle industrielle, c'est vraiment RTL 7. Donc maintenant, Horizon Europe qui démarre, là, on est vraiment bien armé, donc surtout si vraiment on est solidaire avec toutes les écoles, on peut avoir énormément de projets sur Horizon Europe, puisqu'on y est sur l'échelle 1, on a eu toute la panoplie. Voilà en gros la réponse. D'accord, merci Angèle Noureddine. Ensuite, j'ai une deuxième question de Johanna Schlesinger qui demande: est-ce que des centres de recherche travaillent sur des enjeux logistiques territoriaux, en particulier sur l'évaluation des volumes de ressources sur un territoire, la logistique pour centraliser ces ressources, avant de passer dans ce que vous avez décrit, hein, toute la chaîne de transformation et de recyclage. Et elle demande, et le cas échéant, quels sont les laboratoires concernés. Donc, oui, par exemple, le laboratoire Saint-Étienne, il travaille sur le système économique, bien sûr, donc, que se réalise dans un monde dans lequel les ressources souvent sont rares. Hein. Et puis, on voit bien que, par exemple, je cite l'exemple de Saint-Étienne, il travaille surtout sur comment caractériser le potentiel d'un territoire. Donc, à la mise en œuvre des stratégies économiques circulaires. On voit bien, donc, ils ont un modèle qui s'appelle CAPTER. C'est un outil d'aide au développement des actions locales innovantes pour une économie circulaire. Donc là c'est un travail très intéressant. Et ce qui est rare, c'est pour ça complète un peu ce qu'on fait nous à l'IMT sur la partie valorisation. En plus, la question qui se pose toujours, quels sont les meilleurs compromis entre les caractéristiques des territoires et les objectifs de la valorisation des déchets en gros. Donc, eux, ils travaillent sur le biodéchet, mais nous, c'est sur le déchet. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'ils élaborent des modèles d'aide à la décision pour la conception des filières adaptées aux caractéristiques spatiales des territoires et intégrant aussi des critères environnementaux et économiques. Et donc, ça, c'est madame, je pense que c'est Audrey qui travaille sur ça. Et enfin, quel impact de ces systèmes au regard des limites planétaires. Donc, on voit bien, on ne voit pas que de la région, mais on peut voir. Donc, c'est la normalisation pour la capacité de charge de la planète. Et donc, Valérie Laforest va présenter le 6, donc un exposé sur cette problématique-là. Et on voit bien que c'est des thèmes qui sont abordés par l'IMT. Alors, je compléterai la réponse de Nourdine pour répondre à Johanna. C'est là où je pense qu'on a un effort à faire. C'est-à-dire que l'IMT aujourd'hui, il vous a pas échappé que ce qu'on a montré concerne essentiellement les écoles des mines. Mais l'IMT, ce ne sont pas que les écoles des mines. Donc, il y a un absent autour de la table, ce sont les écoles télécom et qui, elles, ont en fait un certain nombre d'atouts, un certain nombre de connaissances, notamment au niveau de la gestion des données. Donc, il y a ce travail à faire. Ça fait partie des pistes d'amélioration où il faut que la connexion avec les gens qui gèrent les données et donc qui peuvent être
importantes pour la gestion, la création des chaînes logistiques se joignent à cet effort. Et ça fait partie des pistes d'amélioration pour qu'on utilise la compétence télécom des écoles qu'on n'utilise pas. Vous aurez compris que là, on a essentiellement parlé des écoles des mines, mais il manque un maillon de la chaîne et donc ça fait partie des efforts, des évolutions à faire pour profiter en fait de l'ancrage mine télécom et des compétences de nos collègues de télécom. Dernière question, d'autant que nous arrivons à la fin de créneau horaire prévu, donc je vous demanderai de faire des réponses concises, riches mais concises. Donc une question de M. Eddy Bonal qui demande quels sont les procédés, les usages ciblés par les recherches dans les écoles IMT pour ce qui concerne l'habitat, pas uniquement les ouvrages d'art. Est-ce qu'il y a des recherches qui concernent des produits pour le monde B2C? Et il y a une question additionnelle de la même personne, M. Eddy Bonal, qui est: travaillez-vous sur des procédés d'hybridation au niveau de la conception qui pourraient faciliter la revalorisation des déchets et des matériaux sur le marché? Nordine, tu veux commencer? Comme tu veux. Hein? Vas-y. Oui, donc pour la valorisation des produits, effectivement, donc ce qu'on essaie de faire, surtout de ne pas utiliser directement le produit alternatif via le déchet, c'est le corriger. Donc, par exemple, en génie civil, on essaie de le corriger. Ou bien, par exemple, quand on a des déchets de plastique, c'est un exemple, on va l'intégrer avec un matériau, donc ce que nous avons réalisé déjà donc, à l'IMT avec des industriels, et on substitue le ciment par les plastiques. On a fait des carrelages grâce à ça. Et donc, on peut aussi substituer, je dirais, un sédiment, donc qui a le rôle parce qu'il faut trouver des argiles, et à partir de là, on conçoit des produits. Donc, c'est des matériaux, je dirais, hétérophasiés ou bien hybrides qui permettent par la suite de trouver des solutions pour ces filières. Donc après, on pourra travailler sur les matériaux qu'on appelle hétérophasés, donc avec plusieurs matériaux. Mais là, c'est le process qu'il faut voir. Et donc, une fois le procédé il est conçu, on regarde le cycle total avec la CV. Et si par la suite, on ne peut pas l'utiliser, on revoit la chaîne de valeur et on regarde est-ce que le matériau hétérophasé était bien adapté donc, je dirais, à cette filière. Voilà, donc en fait, c'est un travail un peu, je dirais, donc, circulaire. La partie énergie, bien sûr, habitat, donc je pense que sur la partie habitat, bien entendu, c'est important d'intégrer la partie énergie et surtout pour la préservation, je dirais, donc, de l'énergie. Donc, là, on essaie de concevoir des matériaux biosourcés, par exemple, hein, à travers ces matériaux pour économiser, je dirais, de l'énergie. Et donc, ça, c'est important d'avoir des process. Et surtout, je dirais, donc, par exemple, là, on voit bien, comme j'ai dit, donc, je suis aussi donc, adjoint vice-président de CD2E. Donc CD2E, donc ils ont je pense, unique en France. Il y a des bâtiments, des maisons qui sont instrumentés avec, dans le cas de LZCE, laboratoire génie civil environnement. Je suis directeur adjoint de ce laboratoire. On travaille énormément sur cette partie-là, le lien entre le matériau biosourcé, le matériau naturel et l'énergie et les consommations, je dirais, donc générales d'un ouvrage ou bien d'industrie de construction. C'est bon, Jean-Philippe, pour rester dans le timing, c'est bon pour moi. D'accord.